Alors c'est là qu'on a le sentiment qu'on passe de l'époque des manifestations décrites tout à l'heure par Georges Perec à des manifestations qui se rapprochent plus d'une tradition, je ne dis pas ça en mauvaise part, du carnaval, en tout cas d'une sorte de gaieté mise en place. Il s'agit notamment d'être vu à la télévision de façon symbolique, mais plus largement, il y a une sorte de gaieté qui s'exprime avec une inventivité qui n'était pas présente dans les années 50 ou dans les années 60. Oui, alors méfions-nous toujours du nouveau. Nous savons bien depuis Charles Tilly qu'il existe un répertoire d'action et que ce répertoire d'action est mobilisable ou non mobilisable. On se garde toujours dans cette émission d'exagérer l'inédit, donc ça me va très bien. Le carnaval est vieux comme le carnaval, mais surtout vieux comme les grèves, s'agissant des problèmes et donc des cortèges qui accompagnaient les grèves, pour nous en tenir aux problèmes qui nous requièrent aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que certaines phases ont été évidemment beaucoup plus sombres et beaucoup plus dangereuses. Pour que des formes carnavalesques puissent se développer dans l'espace public, il faut que peu ou prou il y ait une tolérance du déploiement dans l'espace public. Eh bien, c'est avec les années 60, d'une certaine manière, que ces formes beaucoup plus carnavalesques, festives, ont ressurgi. L'éclat de rire de Cohn-Bendit dans la photo célèbre de Gilles Caron en face d'un CRS incarne, me semble-t-il, symbolise ce passage d'une période où c'est la tension qui domine davantage à un autre où il y a une sorte d'allégresse. C'est des phénomènes qui avaient été très fortement mis en évidence au moment des première grande manifestation unitaire de la CGT de la CVT de 66-67. Alors, c'est bien clair que quand la jeunesse entre en jeu, elle est plus inventive, elle vient là avec sa culture, qui est souvent une culture neuve, une culture jeune. Alors, on n'est pas jeune de la même manière en 68 qu'aujourd'hui, mais il y a bien évidemment un renouvellement des formes qui est et une dynamique, il faut bien le dire, qui est souvent beaucoup plus importante. Est-ce que la manifestation est un phénomène de gauche? Est-ce que elle fonctionne au service du parti du mouvement? Ou bien peut-elle être des deux camps? En 6 février 1934, c'est une manifestation évidemment de droite ou d'extrême droite contre la République radicale. En mai 68 aussi, on a eu une réaction qui est vraiment de droite. Je pense à la manifestation du 30 mai qui a symbolisé, qui a incarné et qui a contribué à provoquer le renversement de l'opinion au profit du général de Gaulle. Et écoutez cette archive. Très bien, Raymond Tortora. Eh bien, moi, je me trouve devant le rond-point des Champs-Élysées. Je suis au premier étage du journal Le Figaro, où passe en ce moment, si vous voulez, le corps de la manifestation. Les manifestants passant devant Le Figaro crient tous le même slogan, Le Figaro avec nous, Le Figaro avec nous. En tête du cortège, la tête donc qui est passée il y a quelques instants et qui n'est pas encore où se trouve Marc Alvarez, c'est-à-dire dans le haut de l'avenue des Champs-Élysées. En tête du cortège, donc, un immense drapeau tricolore frappé d'une croix de Lorraine. Derrière, les associations d'anciens combattants, beaucoup de drapeaux tricolores, Marc Alvarez vous l'a dit, et puis derrière ces drapeaux tricolores, à quelques mètres, si vous voulez, de la tête du cortège, des ministres. Parmi ces ministres, messieurs Debray, Malraux et Schumann. Monsieur le ministre, quel est pour vous le sens de cette manifestation ? Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, De Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration. Et monsieur Michel Debray qui vient de répondre, monsieur Malraux. Monsieur Malraux. Très bien répondu. Monsieur Malraux pense comme moi. Et Maurice Schumann aussi. De Gaulle est seul, vous le voyez. Voilà, vous venez d'entendre monsieur Michel Debray. Monsieur Malraux n'a pas répondu à ma question. Je dois dire que les manifestants maintenant occupent à peu près la totalité des Champs-Élysées, c'est-à-dire que si l'on peut d'ores et déjà avancer un chiffre, je crois qu'on peut avancer le chiffre de 700 000. Beaucoup de slogans, je vous ai dit celui qu'on criait devant le Figaro, j'en ai entendu d'autres. Allô ? Oui, Alain Barraud, vous avez l'antenne. C'est recoupé. Plusieurs slogans. Je vous ai dit celui qu'on entendait devant le Figaro. J'ai entendu aussi unité de la France, arrêter la violence, Mitterrand à la santé, Mendès au rencard, Giscard avec nous. Des portraits aussi, des portraits du général de Gaulle, et puis des banderoles où l'on peut lire Vive la France. Oui, je crois qu'à propos de cette manifestation, il faut rappeler que c'est vrai qu'on a l'image de la manifestation comme d'une forme d'expression de la gauche. La manifestation est constitutivement de droite comme de gauche. Rappelons les mouvements contre les inventaires. Rappelons aussi les mobilisations extrêmement importantes des catholiques en 1924-25 contre l'application des lois laïques à l'Alsace-Lorraine. C'est la Fédération catholique du général de Castelnau. C'est les plus importantes mobilisations que la France ait connues dans l'entre-deux-guerres, dans certaines villes de province, beaucoup plus importantes que les manifestations du Front populaire. La mémoire s'en est perdue. Donc quand Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, disait que la rue ne gouverne pas,
il était en rupture. Il était en rupture à double titre. D'abord parce que lors de cette manifestation du 30 mai 68, c'est non seulement la droite qui revient dans la rue après une très longue absence, mais c'est le pouvoir qui est dans la rue. Et nous avons affaire à l'une de ces très rares manifestations, mais très intéressantes parce que très spécifique à la France, où le pouvoir a recours à la rue comme force d'appui pour sauvegarder le pouvoir, ou en tout cas pour l'aider à mettre en œuvre des solutions nouvelles. Il me semble que ce sont des manifestations qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler de la levée en masse. Et d'une certaine manière, cette manifestation du 30 mai 68, elle n'est pas sans similitude avec la manifestation des forces antifascistes du 12 février 34, des manifestations de soutien au régime et à ses valeurs, l'une à l'initiative des forces de gauche en 1934, cette fois-ci à l'initiative du général de Gaulle, qui bien évidemment ne s'approprie pas la mémoire du 12 février, mais on a là deux manifestations qui me paraissent dans le sillage l'une de l'autre. Je pense que la manifestation du 30 mai a fait plus plaisir au Premier ministre Georges Pompidou qu'au général de Gaulle. Absolument, ça n'était pas du tout dans la culture du général de Gaulle. Je ne sais plus quel est celui des ministres du général de Gaulle qui disait au soir du 30 mai, il y avait un homme heureux et un homme malheureux. L'homme heureux, c'était Pompidou, et le malheureux, c'était le général de Gaulle qui savait qu'une page était tournée. Il y a une autre manifestation de soutien au pouvoir, d'une certaine façon, et qui dépasse les clivages gauche-droite, c'est la grande manifestation du 1er mai 2002. Qui participe également de ces levées en masse. Après le premier tour qui a vu pouvoir ou régime émerger le binôme Chirac-Le Pen, et qui par conséquent a conduit à cette grande manifestation de soutien. Je crois que ce sont les trois épisodes de levée en masse qu'on peut relever dans notre histoire. Et alors, bien évidemment, la manifestation du 30 mai 68, elle a permis aux forces de droite qui avaient quitté la rue après le 6 février 34 d'être susceptibles d'y retourner. Et elles y retournent avec force en 1984, pour la première fois, pour défendre l'école libre et donc pour combattre la loi Savary. C'est la première fois qu'une très puissante manifestation qui réinvestit l'espace traditionnel de la gauche, la place de la Bastille, et qui réinvestit des textes presque fondateurs de la gauche, la poésie d'Éluard, j'écris ton nom liberté. C'est la première fois qu'une manifestation va avoir raison d'un projet de loi, d'un ministre en charge et du gouvernement Mauroy. C'est-à-dire Savary et Pierre Mauroy qui quittent le pouvoir. Absolument. Sans que cette manifestation, c'est la différence avec des épisodes de l'entre-deux-guerres, ne soit vécue, ne soit pensée en termes de crise politique majeure. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment et de l'initiative de la droite, la manifestation va progressivement s'imposer comme une manière de référendum d'initiative populaire. Et il me semble que lorsque Jean-Pierre Raffarin dit « La rue ne gouverne pas » en 2004, en oubliant l'épisode du 30 mai 68 et en oubliant l'épisode de 84, il y a sans doute la volonté de mettre un terme à une phase initiée par 84 et qui a fonctionné comme telle jusqu'en 95. Et notamment en janvier 94, lorsque le gouvernement Balladur doit reculer à propos de la modification de la loi Fallou qui faisait évoluer le système de subvention dans un sens favorable à l'école libre. C'est du reste Édouard Balladur qui, le premier, file la comparaison avec le référendum d'initiative populaire. Et à partir de tous ces précédents, nous allons terminer là-dessus. Daniel Tartakovsky, comment est-ce que tout cela converge dans la ressemblance et la différence avec les événements que nous venons de vivre dans les manifestations contre le CPE ? Il me semble que Dominique de Villepin a voulu s'engager dans la voie qui lui paraissait ouverte par Jean-Pierre Raffarin, puisque Jean-Pierre Raffarin avait réussi à mettre en échec la rue en 2004. Sur l'affaire des retraites. Sur l'affaire des retraites, oui. Donc sans doute Dominique de Villepin a-t-il considéré qu'il était possible d'enfoncer le clou et de mettre à mal ce qui s'était affirmé comme une forme de régulation des crises. Par la rue. C'est-à-dire la rue, ce qui était qualifié de rue. Dans un pays comme le nôtre, lorsque le mot rue ressurgit, alors qu'il existe le mot manifestation, c'est toujours quand même le symptôme de ce que les uns et les autres font ressurgir de vieux fantasmes, qui sont des fantasmes lourds. Qui remontent aux barricades de 48, de 30, de la rue Transnonain au début dans les années 1830. Bon, mais alors bien évidemment, les adversaires étaient là plus complexes, se sont avérés plus puissants. Je crois que ça tient à plusieurs facteurs. Ça tient à cette irruption de la jeunesse et des étudiants. D'une certaine manière, on peut considérer que les premiers blocages des universités
ont joué le rôle détonateur, sans pousser trop loin la comparaison, que les barricades avaient pu jouer en 1968. Ça a été un élément puissant pour catalyser le mouvement dans les premiers jours. Mais ensuite, on a eu affaire à des formes d'alliance assez inédites entre un front syndical uni, ce qui est assez inédit aussi, en tout cas depuis un certain nombre d'années, les étudiants et les lycéens, un front qui a réussi à tenir en combinant des formes d'action qui étaient spécifiques aux lycéens et aux étudiants, et les formes plus classiques du mouvement syndical, ce qui a donné ces manifestations à plusieurs vitesses, extrêmement différentes dans leur physionomie. Ça s'explique peut-être par le fait que les étudiants de 1968 protestaient contre la société de consommation, contre le risque de trop de travail, métro, boulot, dodo, alors qu'évidemment leurs successeurs, 40 ans plus tard, ceux de 2006, au contraire, sont marqués par l'inquiétude de ne pas avoir du travail, ce qui change beaucoup les rapports avec les syndicats. Absolument, il ne faut pas pousser la comparaison trop loin. Je crois qu'il faut à peine l'esquisser dès lors que la conjoncture est fondamentalement différente de celle de 68. Eh bien, nous terminons sur cette affirmation d'une différence plus que d'une ressemblance. Cela ne nous choque nullement, y compris à concordance des temps. Daniel Tartakovsky, je rappelle le titre de votre livre principal consacré à ces sujets, « Le pouvoir est dans la rue ». Crise politique et manifestation en France, qui a été publié chez Aubier en 1998. Et puis plus récemment, vous avez publié un petit livre qui s'appelle « La manif en éclats », paru aux éditions La Dispute en 2004. Les événements récents ne vous paraissent pas invalider ce que vous avez écrit là? Non, parce que j'avais été prudente. La manifestation en éclat renvoyait à deux idées. L'idée que la manifestation avait acquis cette centralité que Jean-Pierre Raffarin tentait de remettre en cause, échec à l'heure qu'il est. Elle renvoyait aussi à cette multiplicité des formes nouvelles qui ont émergé, et qui ont émergé en particulier avec l'émergence des nouveaux mouvements sociaux, des nouveaux mouvements sociaux et de la mondialisation. Je rappelle aussi la parution toute récente du livre que j'ai cité comme tout à fait intéressant et stimulant, celui d'Alain Deverpe, Charonne, 8 février 1962, avec comme sous-titre « Anthropologie historique d'un massacre d'État ». C'est une sorte de zoom sur un événement qui a beaucoup marqué les sensibilités françaises, et au-delà de cet événement, une réflexion très large sur beaucoup des relations entre le pouvoir politique, les pouvoirs politiques et les manifestations dans la rue.